Salut à tous. 9 missiles balistiques iraniens verrouillés, armés et ciblés étaient pointés directement vers le quartier général du commandement central des États-Unis, le CENTCOM au Qatar. 9 missiles en configuration prête au lancement, avec des solutions de ciblage vérifiées, déjà calculées, déjà chargées, déjà confirmées par les commandants de la force aérospatiale iranienne, qui avaient passé 6 semaines à préparer précisément cette frappe. Le carburant était dans les réservoirs, les séquences de compte à rebours étaient intégrées dans les systèmes, les autorisations de lancement avaient traversé chaque niveau de la chaîne de commandement de l'IRGC jusqu'au sommet, chaque élément était en place. Et puis, pendant une fenêtre de 72 heures qui a ébranlé chaque gouvernement impliqué dans ce conflit, ainsi qu'au moins 3 autres qui ne l'étaient pas, l'ordre de lancement n'est jamais arrivé. Pas parce que les missiles avaient dysfonctionné, pas parce que les forces américaines étaient intervenues, pas parce qu'une frappe aérienne avait anéanti les sites de lancement. Les 9 missiles sont toujours là, toujours pointés, les solutions de ciblage sont toujours valides, et l'ordre que chaque planificateur militaire, chaque analyste du renseignement, chaque diplomate travaillant dans l'urgence par des canaux de communication indirects pendant ces 72 heures croyait inévitable. L'ordre qui aurait transformé ce conflit en quelque chose qu'aucun terme existant pour désigner une confrontation armée ne peut vraiment saisir, a été retenu délibérément par choix pour des raisons que les gouvernements concernés n'ont pas expliquées publiquement et qu'ils n'expliqueront peut-être jamais publiquement. Car l'explication complète de la raison pour laquelle cet ordre n'a jamais été donné en dit plus sur l'état réel de ce conflit, sur les limites réelles de la dissuasion américaine et sur le calcul décisionnel qui se joue au sein de l'autorité de commandement iranienne que ce que n'importe quel gouvernement, d'un côté comme de l'autre, est prêt à vous laisser savoir. Ce qui s'est déroulé pendant ces 72 heures est l'histoire la plus décisive de tout ce conflit. Pas la plus spectaculaire visuellement, pas la plus dramatique en termes d'image, mais la plus importante, parce que c'est l'histoire du moment où tout a failli devenir permanent et irréversible. Et la raison pour laquelle cela ne s'est pas produit redéfinit fondamentalement tout ce que vous avez vu se dérouler avant et après. Avant de pouvoir comprendre pleinement les 9 missiles et ces 72 heures, il faut comprendre la cible elle-même. Parce que il existe un malentendu répandu sur ce que signifie le quartier général du commandement central des États-Unis en termes purement opérationnels. Et ce malentendu amène la plupart des couvertures médiatiques à sous-estimer gravement ce qui a failli être perdu. Le CENTCOM est le commandement combattant responsable d'environ 21 pays couvrant le Moyen-Orient, l'Asie centrale et certaines parties de l'Asie du Sud. C'est le commandement qui dirige et synchronise chaque opération militaire américaine sur toute cette zone. Lorsqu'un F-35 décolle d'Al-Dafra pour une mission de frappe contre une cible iranienne, le CENTCOM synchronise l'espace aérien, le soutien en ravitaillement en vol, l'enveloppe de guerre électronique et l'intégration avec tous les autres groupes de frappe opérant simultanément. Lorsqu'un groupe aéronaval dans la mer d'Arabie modifie sa zone d'opération, le CENTCOM est l'autorité de commandement qui approuve et coordonne ce mouvement. Lorsque les renseignements recueillis par satellite, par interception de signaux et par sources humaines sont fusionnés en données de ciblage qui parviennent à l'équipage aérien sur le point d'agir, cette analyse passe par le centre de renseignement combiné du CENTCOM. D'abord, l'installation du quartier général sur la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar, abrite le centre des opérations aériennes combinées, le CAOC, le centre nerveux opérationnel de chaque mission aérienne, menée dans le théâtre. L'architecture de planification des missions du CAOC contient chaque dossier de ciblage actif, chaque plan de route, chaque matrice de planification des ravitailleurs, chaque protocole de déconfliction de l'espace aérien pour chaque actif opérant sous l'autorité du CENTCOM. Elle contient l'infrastructure principale de communication sécurisée du commandement, les connexions avec le Pentagone, avec l'autorité nationale de commandement, avec les forces du théâtre, avec les commandements alliés, avec les centres de traitement et d'exploitation de la communauté du renseignement. Elle contient le leadership, le général 4 étoiles qui commande le CENTCOM et l'état-major interarmé qui le soutient, ainsi que la machine décisionnelle qui traduit la politique nationale en action militaire dans une région couvrant 21 pays.
Détruire le quartier général du CENTCOM n'élimine pas la capacité de l'armée américaine à combattre dans cette région. Cela détruit la capacité de l'armée américaine à coordonner son combat dans cette région. Les systèmes de ciblage, l'infrastructure de communication, l'architecture de fusion du renseignement, l'autorité de commandement, la profondeur institutionnelle détenue par l'état-major et qui ne peut pas être produite instantanément, tout cela disparaît dans une frappe réussie. Ce qui reste, ce sont des unités individuelles dotées de leur propre capacité organique, opérant sans l'architecture de commandement et de contrôle, qui en fait une force de combat cohérente, plutôt qu'une collection de plateformes déconnectées. Un F-35 sans dossier de ciblage fourni par le CENTCOM est un avion extraordinairement performant qui vole quelque part sans objectif défini. Un groupe aéronaval sans coordination du CENTCOM est une force extraordinairement performante qui ne peut pas s'intégrer efficacement aux 7 autres éléments dont elle a besoin pour fonctionner dans le cadre d'une campagne. L'armée américaine dans ce théâtre, sans le quartier général du CENTCOM, ne s'arrête pas simplement, elle se fragmente. Voilà ce que l'Iran a visé avec 9 missiles, pas un bâtiment, pas un symbole, mais le tissu conjonctif de la coordination militaire américaine à travers tout le Moyen-Orient. Les 9 missiles positionnés par l'Iran n'étaient pas une menace de diversion ni un geste coercitif. Ils représentaient une frappe de décapitation contre le cerveau opérationnel de la présence militaire américaine dans cette région. Et tous ceux qui étaient en position de comprendre ce que cela signifiait, à Washington, à Doha, à Téhéran, à Moscou et à Pékin, ont passé 72 heures à le comprendre avec une clarté totale. 6 des 9 missiles étaient des Khaybar Shekan. Le nom se traduit approximativement par conquérant de Khaybar, une référence historique remontant à une ancienne bataille islamique. Le Khaybar Shekan est un missile balistique de moyenne portée, d'une portée d'environ 150 km et d'une erreur circulaire probable inférieure à 30 mètres. Il combine une navigation inertielle avec un guidage terminal par GPS. Son ogive pèse 600 kg. Pendant le temps de vol entre sa position de lancement et Al-Udeid, soit environ 6 minutes et 40 secondes, sa vitesse d'approche terminale se rapproche de Mach 9. Un missile balistique à Mach 9, portant une ogive de 600 kg avec une précision de 30 mètres contre une installation comme le CAOC, n'est pas une arme qui rate de peu. C'est une arme de destruction. Un seul impact d'un Khaybar Shekan contre la structure principale du CAOC met cette structure hors service. 2 impacts réduisent le site à un cratère. 6 missiles visant un complexe avec des explosions dont les trajectoires se chevauchent ne laisseraient rien de fonctionnel debout. Les 3 autres étaient des véhicules planeurs hypersoniques Fatah. 1. La famille Fatah a une portée de 1400 km et emporte un véhicule de rentrée manœuvrant qui modifie sa trajectoire dans la phase terminale, précisément pour contourner les solutions de défense terminale Patriot. Au moment où l'Iran a positionné ses 3 missiles, la batterie Patriot protégeant Al-Udeid contre un Fatah a fonctionné avec un logiciel de séquençage d'engagement compromis. Une batterie Patriot fonctionnant avec sa pleine capacité, sans compromission, présente une probabilité d'engagement que l'armée évalue comme élevée contre un Fatah, arrivant aux côtés de 6 missiles balistiques Khaybar Shekan, qui consomment simultanément les 9 canaux de guidage de l'architecture d'engagement de la batterie Patriot. Les 3 Fatah, sont les armes qui survivent à la couche d'interception. 6 Khaybar Shekan pour épuiser la batterie Patriot, 3 Fatah, 1 pour pénétrer la brèche créée par cet épuisement. La même logique de saturation déployée dans des opérations antérieures de ce conflit était désormais appliquée contre la cible de plus grande valeur de tout le théâtre. Apparemment, la pression maximale sonne différemment quand le manomètre pointe dans l'autre sens. Les sites de lancement étaient des positions préservées dans l'ouest de l'Iran, préparées pendant 6 semaines, pas des lanceurs mobiles se déplaçant à travers la campagne, des positions de lancement fixes et renforcées, avec des abris durcis pour les équipages, du carburant et de l'oxydant prépositionnés, ainsi que des systèmes de ciblage déjà configurés avec les coordonnées GPS précises du bâtiment de commandement, de l'infrastructure de communication, et de la zone d'hébergement de l'autorité de commandement à l'intérieur du complexe d'Al-Udeid. La préparation avait été complète, patiente et invisible à la surveillance américaine pendant 6 semaines. Elle est devenue visible
lorsque les missiles ont été relevés en position de lancement, car à ce moment-là, les satellites de reconnaissance américains et le réseau radar terrestre les ont détectés. Ce qu'ils ont vu, ils l'ont signalé à la chaîne de commandement. Ce que la chaîne a reçu, elle l'a transmis à l'autorité nationale de commandement, au secrétaire à la Défense et au président des États-Unis en quelques minutes après la détection. Le compte à rebours a commencé au moment où ces 9 missiles sont apparus sur les écrans radars et satellites américains dans leur configuration relevée et prête. Première heure, les rapports de détection sont arrivés à Washington. Le Conseil de sécurité nationale a été convoqué dans les 40 minutes, suivant le premier passage satellite confirmant la configuration des missiles. Le commandant du CENTCOM au Qatar a été informé. Al-Udaï est passé au niveau delta de conditions de protection des forces, le niveau le plus élevé, signalant qu'une attaque est imminente ou déjà en cours. Le personnel non essentiel a commencé à être déplacé vers des installations durcies. Le CAOC a commencé à dupliquer ses données les plus critiques vers des nœuds de secours situés ailleurs. Chaque action menée pendant cette première heure reposait sur l'hypothèse que le lancement était imminent et que le temps de préparation se mesurait en minutes, pas en heures. Sauf que le lancement n'est pas venu, 1 heure a passé, les missiles sont restés relevés, les solutions de ciblage sont restées chargées. Et le spectre de communication du côté iranien, surveillé en continu par le renseignement d'origine électromagnétique américain, a commencé à produire quelque chose d'inattendu. Pas des signaux de préparation au lancement. Pas les signatures électroniques spécifiques associées au séquençage final du compte à rebours. Quelque chose qui, pour les analystes chargés de l'interpréter, ressemblait à une communication délibérée, non pas vers le CENTCOM, non pas vers une quelconque adresse américaine, mais par le canal indirect omanais, par la représentation diplomatique suisse chargée de certaines communications bilatérales entre Washington et Téhéran, et par une ligne directe avec un haut intermédiaire arabe du Golfe, dont l'identité n'a pas été rendue publique. L'Iran envoyait un message. Pas le message d'un lancement sur le point de se produire, le message d'une décision qui n'avait pas encore été prise. 6e heure, Washington recevait les signaux des canaux indirects et débattait de leur authenticité. Était-ce un véritable signal de retenue, une tentative de créer une fenêtre diplomatique que l'Iran avait réellement l'intention d'utiliser, ou était-ce une opération de tromperie conçue pour geler toute action préventive américaine contre les sites de lancement, en suggérant qu'une résolution était possible, afin de gagner du temps pour un lancement iranien, à un moment où la prise de décision américaine était paralysée par l'incertitude? La communauté du renseignement ne pouvait pas donner de réponse certaine à l'autorité nationale de commandement. Les signaux étaient réellement ambigus, une ambiguïté, dans une situation où une mauvaise interprétation menait soit à une frappe préventive américaine contre des sites de missiles iraniens, déclenchant une guerre à grande échelle, soit un lancement iranien réussi contre le quartier général du CENTCOM, qui pouvait également déclencher une guerre à grande échelle, mais selon les termes et le calendrier de l'Iran, c'est à peu près la pire position analytique imaginable pour les personnes responsables de la décision. 12e heure. Le président avait été en contact continu avec ses alliés, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, Israël, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, tous les partenaires importants de la région et de l'OTAN avaient été informés de la situation à un certain niveau. Les réactions n'étaient pas uniformes. Certains alliés poussaient à des frappes préventives immédiates contre les sites de lancement iraniens avant que l'Iran puisse tirer. D'autres appelaient à la retenue en soutenant que frapper les sites pousserait précisément vers le conflit à grande échelle que les missiles relevés étaient vraisemblablement destinés à menacer. Certains posaient des questions auxquelles personne à Washington ne pouvait répondre avec certitude. Que voulait réellement l'Iran? Quelle décision les missiles relevés étaient-ils censés provoquer? Quelle était la demande? Et cette question a défini les 60 heures suivantes parce que l'Iran n'avait émis aucune demande explicite. Il n'avait pas livré d'ultimatum avec une requête précise et un délai précis. Il avait relevé 9 missiles vers le quartier général du CENTCOM, ouvert des canaux de communication indirects suggérant que l'ordre de lancement n'avait pas été donné, et attendu. Le silence autour de toute demande précise était en lui-même une déclaration. Il disait à Washington qu'il ne s'agissait pas d'une transaction. C'était une démonstration de position.
Nous pouvons le faire, nous sommes prêts à le faire. Ce que vous ferez ensuite déterminera si nous le faisons. Pas exactement le genre de slogan qui tient bien sur une casquette de campagne rouge. 24e heure, un mouvement militaire américain important s'est produit, visible pour la reconnaissance iranienne. 2 batteries Patriot supplémentaires, transportées depuis des stocks prépositionnés au Koweït, étaient intégrées à Al-Udeid. Des F-35 supplémentaires étaient redéployés depuis Al-Dafra vers des bases secondaires plus éloignées de l'Iran. Les fonctions de commandement les plus critiques du CENTCOM étaient réparties entre plusieurs emplacements géographiques, réduisant la valeur d'une frappe contre un seul site. Du point de vue iranien, en observant les réponses américaines de protection des forces au moyen de leur propre capacité de surveillance, ces mouvements communiquaient quelque chose de précis. L'Amérique croyait que la menace était réelle et y répondait sérieusement, mais elle ne lançait pas de frappe préventive. La fenêtre d'avantage décisionnel iranien restait ouverte. 36e heure. Les communications par canaux indirects avaient produit une image plus claire de ce que l'Iran communiquait. Par l'intermédiaire omanais, un message avait été reçu à Washington. Ce n'était pas un ultimatum, mais cela fonctionnait comme quelque chose proche d'une communication stratégique. L'Iran avait démontré à la fois sa capacité et son état de préparation. La décision de ne pas tirer était une décision qui pouvait être réexaminée. Les conditions dans lesquelles elle le serait étaient liées à la trajectoire du conflit plus large. Ce n'était pas une proposition de cesser le feu. C'était l'Iran disant à Washington qu'il existait un seuil que ce conflit n'avait pas encore franchi, que les missiles relevés marquaient ce seuil, et que le comportement américain dans les jours à venir déterminerait si ce seuil était franchi. 48e heure, l'activité diplomatique la plus intense de tout le conflit se déroulait simultanément sur tous les canaux disponibles. Le canal omanais, le canal suisse, l'intermédiaire arabe du Golfe, une voie distincte passant par des contacts du ministère russe des Affaires étrangères chargé de communiquer le sérieux américain à Téhéran, et les coulisses du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le volume du trafic diplomatique pendant cette 48e heure était comparable, selon les personnes qui surveillent ce genre de choses, aux moments les plus intenses de la crise des missiles de Cuba en 1962. Pas par le contenu précis de ce qui était communiqué, mais par la densité pure des conversations parallèles convergeant toutes vers une seule question. Existait-il une voie qui ne se terminait pas par 9 missiles en vol ou par une frappe préventive américaine massive ? 72e heure. Les missiles ont été abaissés, pas retirés des sites, pas transportés vers des lieux de stockage. Abaissés depuis leur configuration relevée, prête au tir, vers une posture de stockage horizontale. Ils ne pouvaient plus être lancés en quelques minutes. Les solutions de ciblage restaient chargées, les autorisations de lancement restaient intégrées dans le système. Les missiles restaient orientés vers Al-Udeid, mais ils étaient abaissés. Et cet abaissement était le signal que la crise de 72 heures avait pour l'instant dépassé sa phase la plus aiguë. L'ordre n'est jamais venu et désormais chaque gouvernement impliqué dans ce conflit doit décider ce que cela signifie réellement. La question que tout le monde se pose et à laquelle la plupart des couvertures n'ont pas répondu honnêtement est pourquoi 4 explications circulent et 3 d'entre elles sont fausses. La première mauvaise explication est que la dissuasion américaine a fonctionné, que la menace de représailles écrasante a effrayé l'Iran au point de le faire reculer. C'est politiquement commode, mais ce n'est pas étayé par ce que nous savons. Si la dissuasion américaine avait produit la retenue iranienne, l'Iran n'aurait jamais relevé les missiles en premier lieu. La décision de relever 9 missiles vers le CENTCOM n'est pas la décision d'un gouvernement dissuadé. La deuxième mauvaise explication est que la pression diplomatique des Alliés a convaincu l'Iran de reculer. L'activité diplomatique était réelle, mais la chronologie va dans l'autre sens. Les messages diplomatiques les plus intenses ont été transmis après que les missiles avaient déjà commencé à être abaissés, pas avant. La troisième mauvaise explication et la plus dangereuse à croire est que l'Iran bluffait depuis le début. Un adversaire prêt à relever 9 missiles balistiques vers le quartier général du CENTCOM comme simple bluff, sachant que le renseignement américain les détecterait immédiatement, sachant que les réponses de protection des forces américaines seraient déclenchées,
sachant que les conséquences diplomatiques seraient importantes, qu'un seul missile soit tiré ou non, accepterait un coût opérationnel et diplomatique énorme pour un geste. Ce coût est trop élevé pour être expliqué uniquement par une valeur coercitive. L'Iran ne bluffait pas. L'Iran a pris une décision réelle, être prêt à tirer, puis il a pris une décision réelle, ne pas encore le faire. Ce seul mot porte tout le poids de ce que ce conflit est devenu et de la direction qu'il prend ensuite. Les 9 missiles sont toujours là, les solutions de ciblage sont toujours valides, l'ordre n'a pas été donné, l'ordre n'a pas été annulé non plus. Une crise mise en pause n'est pas un tour de victoire, peu importe avec quelle insistance on teste le micro du podium. L'histoire n'est pas terminée. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Bonjour et à bientôt.